Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient avec fureur contre les rochers en contrebas, comme si l'océan lui-même hurlait la trahison que je venais de découvrir. Manon, les yeux emplis d'un regret fin, murmura « Clara, ce n'était qu'une erreur, une nuit sans importance. » Mais ces mots se brisèrent contre mon cœur déjà en miettes, et je la repoussai d'un geste violent, sentant le monde s'effondrer autour de nous sur cette terrasse de Barcelone. Je m'appelle Clara, et j'avais toujours cru que l'amour était une danse éternelle, comme ces flamencos passionnés que l'on voit dans les ruelles de Séville. Née à Madrid, fille d'un peintre andalou et d'une professeure française expatriée, j'avais hérité d'un tempérament fougueux mêlé à une sensibilité poétique. À 28 ans, je travaillais comme conservatrice dans un petit musée d'art contemporain à Barcelone, où les toiles abstraites reflétaient souvent mes tourments intérieurs. Manon, elle, était arrivée dans ma vie comme un vent du Nord, rafraîchissant et imprévisible. Française pure souche, originaire de Paris, elle avait 27 ans et exerçait en tant que journaliste freelance, couvrant les festivals culturels d'Espagne. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition sur les femmes artistes du XXe siècle, où son regard vert avait croisé le mien au milieu des couleurs vives de Frida Kahlo. Ce fut un coup de foudre, comme dans les romans de Colette que ma mère me lisait enfant. Notre relation avait commencé par des promenades le long de la Rambla, des baisers volés sous les arches gothiques du Barry gothique, et des nuits entières à discuter de philosophie et d'amour. Manon me fascinait par son esprit libre, sa façon de citer Baudelaire en espagnol approximatif, et son rire qui résonnait comme une mélodie. Elle m'avait avoué, un soir d'été sur la plage de la Barceloneta, qu'elle avait fui Paris après une rupture douloureuse avec une femme possessive. Ici, avec toi, je me sens vivante, Clara. Tu es mon ancre dans cette mer d'incertitude. Ces mots m'avaient enveloppée comme une étreinte, et j'avais cru en nous, en cette union improbable entre une Espagnole passionnée et une Française mélancolique. Mais les fissures étaient apparues subtilement. Manon voyageait souvent pour ses reportages, et ses absences prolongées laissaient un vide que je comblais par le travail. Un jour, en triant ses affaires oubliées dans mon appartement, j'avais trouvé un message sur son téléphone, une déclaration enflammée d'une certaine Elena, une photographe madrilène que Manon avait interviewée. Mon monde s'était effondré. Elena, avec ses cheveux noirs comme la nuit et son sourire conquérant, représentait tout ce que je craignais, la nouveauté, l'excitation d'une aventure sans attache. Ce soir-là, sur la terrasse de mon appartement surplombant la mer, je l'avais confrontée. « Comment as-tu pu » avais-je crié, les larmes coulant sur mes joues. Manon avait nié d'abord, puis avoué, ses mains tremblantes cherchant les miennes. C'était une faiblesse, Clara. Je t'aime, toi seule. Mais ses excuses sonnaient faux, comme un poème mal récité. Je me sentais trahi, non seulement par elle, mais par l'amour lui-même, cet idéal que j'avais chéri depuis l'adolescence. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je errais dans les rues de Barcelone, évitant les endroits où nous avions ri ensemble. Le parc Güell, avec ses mosaïques colorées, me rappelait nos pique-niques improvisés, la Sagrada Familia, nos discussions sur l'éternité. Tout était imprégné d'elle. Manon m'appela sans cesse, laissant des messages suppliants, « Reviens-moi, ma chérie. Nous pouvons surmonter ça. » Mais la douleur était trop vive, comme une plaie ouverte au sel de la mer. Pourtant, au fond de moi, une étincelle persistait. Était-ce de l'amour ou de la peur de la solitude? Je repensais à ma mère, qui m'avait élevée seule après le départ de mon père, me enseignant la résilience. L'amour n'est pas une chaîne, Clara, mais un choix quotidien. Ces mots résonnaient en moi tandis que je marchais le long du port, observant les couples enlacés. Peut-être pouvais-je pardonner? Mais la trahison d'Elena planait comme un ombre, me rappelant que Manon avait choisi une autre, ne serait-ce que pour une nuit. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, je reçus un bouquet de roses rouges accompagné d'une lettre. Clara, mon amour, rencontre-moi au café où tout a commencé. Je t'expliquerai tout. Manon. Mon cœur battit la chamade. Était-ce le début d'une réconciliation ou le prélude à une plus grande chute? J'hésitais, mais la curiosité ou l'amour l'emporta. En me rendant au café, je sentis une vague d'espoir mêlée à de l'appréhension. Barcelone, avec ses lumières vives et ses ombres mystérieuses, semblait complice de notre drame. Assise à la table du fond, Manon m'attendait, plus belle que jamais dans sa robe légère.
Ses yeux verts brillaient de larmes retenues. Clara, merci d'être venue. Sa voix tremblait. Nous commandâmes du vin, et elle commença à parler, déversant son âme. Elle m'expliqua qu'Elena n'était qu'une tentation passagère, née de sa peur de l'engagement. J'ai grandi dans une famille où l'amour était synonyme de possession. Avec toi, c'est différent, c'est libre, et ça me terrifie. Ces mots touchèrent une corde sensible en moi. Je repensais à mes propres doutes, à ma jalousie maladive qui m'avait parfois étouffée. Nous parlâmes des heures, riant et pleurant alternativement. Pour la première fois, nous nous ouvrîmes vraiment, sans masque. Manon me promit de changer, de choisir nous chaque jour. Et moi, je lui avouai mes peurs, celle d'être abandonnée comme ma mère l'avait été. À l'aube, nous nous embrassâmes, scellant un pacte fragile mais sincère. Était-ce le début d'une nouvelle ère? Ou simplement un sursis? Le temps le dirait. Mais le destin en décida autrement. Quelques semaines plus tard, alors que notre relation semblait renaître, je découvris un nouveau message d'Elena. Cette fois, ce n'était pas une déclaration, mais une invitation à un rendez-vous secret. La trahison se répétait, plus cruelle encore. Mon cœur se brisa à nouveau, et je compris que l'amour, aussi profond soit-il, ne pouvait survivre à la duplicité répétée. Furieuse, je confrontai Manon une seconde fois, cette fois dans notre appartement partagé. « Comment oses-tu me mentir encore » hurlai-je, jetant le téléphone à ses pieds. Elle blêmit, ses lèvres tremblantes cherchant des excuses. « Clara, ce n'est pas ce que tu crois. » Elena m'a contactée, mais je n'ai pas répondu. Mais ses yeux fuyants la trahissaient, et je sentis une rage froide m'envahir, comme un hiver parisien s'abattant sur l'été espagnol. Les jours qui suivirent furent un enfer. Je quittai l'appartement, m'installant chez une amie à Gracia, ce quartier bohème de Barcelone où les artistes trouvaient refuge. Là, entouré de toiles inachevées et de musique flamenco, je tentai de reconstruire mon âme brisée. Manon me harcela de messages, alternant supplications et accusations. « Tu ne me donnes pas une chance, Clara. L'amour demande du pardon. » Mais le pardon avait ses limites, et les miennes étaient atteintes. Pourtant, au milieu de la douleur, des souvenirs affluaient, doux et amers. Je me rappelais notre premier voyage ensemble, à Grenade, où nous avions visité l'Alhambra au lever du soleil. Manon, fascinée par l'architecture maure, m'avait murmuré, comme ces jardins, notre amour est un paradis caché. Nous avions fait l'amour dans une petite auberge, nos corps entrelacés comme les arabesques des murs. Ces moments me hantaient, me rappelant ce que nous avions perdu. Un soir, seule dans ma chambre temporaire, je décidai d'écrire une lettre à Manon, pour exorciser mes démons. Chère Manon, ton départ ou plutôt ta trahison m'a forcé à me regarder en face. J'ai aimé en toi la liberté que je n'avais pas, mais cette liberté t'a mené ailleurs. Peut-être que nous étions destinés à nous croiser, non à nous unir éternellement. Les mots coulaient comme des larmes, libérateurs. Je ne l'envoyais pas, mais elle m'aida à respirer. Barcelone, avec son rythme effréné, m'offrit une distraction bienvenue. Je plongeai dans mon travail au musée, organisant une exposition sur les femmes rebelles de l'histoire espagnole. Parmi les portraits de la Pasionaria et de Federica Montseny, je trouvai une force nouvelle. Une collègue, Sofia, une lesbienne assumée de 30 ans, devint une confidente. L'amour n'est pas une prison, Clara. Parfois, il faut laisser partir pour grandir. Ces paroles, empreintes de sagesse, me firent réfléchir. Manon, de son côté, semblait sombrer. Des amis communs me rapportèrent qu'elle errait dans les bars de l'Exemple, buvant pour oublier. Un jour, elle apparut au musée, les yeux rougis. « Clara, je t'en prie, parlons. » Je l'emmenai dans un coin tranquille, et elle s'effondra. J'ai rompu avec Elena. C'était une erreur stupide. Je t'aime, toi seule. Ses larmes étaient sincères, mais la confiance était brisée. Il est trop tard, Manon. Nous devons guérir séparément. Cette séparation forcée nous transforma. Moi, je découvris une indépendance que je n'avais jamais connue. Je voyageais seule à Valence, marchant sur les plages désertes, écoutant le vent murmurer des secrets. Là, je rencontrai une poétesse locale, qui me parla de l'amour comme d'un feu qui purifie. Parfois,
il brûle pour renaître des cendres. Ces mots m'inspirèrent, et je commençai à écrire mon propre journal, mélange de prose et de poésie. Manon, quant à elle, rentra à Paris pour un temps, cherchant refuge chez sa famille. Elle m'envoya une carte postale, la tour Eiffel me semble vide sans toi. Je travaille sur moi, pour devenir meilleure. Peut-être un jour. Son message, teinté de mélancolie, raviva une flamme éteinte. Était-ce possible? L'amour pouvait-il survivre à la trahison? Le Haut-Trao arriva lors d'un festival littéraire à Madrid. J'y étais invitée pour une conférence sur l'art féminin. À ma surprise, Manon y assistait, couvrant l'événement pour un magazine français. Nos regards se croisèrent dans la foule, et le temps s'arrêta. Après ma présentation, elle m'approcha. « Clara, tu étais magnifique. » Nous marchâmes dans les jardins du Retiro, sous les arbres centenaires. Là, elle me confia tout, sa peur panique de l'engagement, héritée d'une enfance chaotique, et comment Elena n'avait été qu'un échappatoire. J'ai vu un thérapeute. Je comprends maintenant que je t'ai blessée par égoïsme. Ses aveux étaient crus, vulnérables. Pour la première fois, je vis en elle non une traîtresse, mais une femme brisée cherchant la rédemption. Nous passâmes la nuit à discuter, nos mains se frôlant timidement. Au lever du soleil, je l'embrassai, un baiser hésitant mais chargé d'espoir. Essayons à nouveau, Manon. Mais cette fois, avec honnêteté. Elle pleura de joie, et nous rentrâmes à Barcelone ensemble, prêtes à reconstruire. Mais la vie, cruelle ironiste, nous réservait une nouvelle épreuve. Quelques mois plus tard, alors que nous planifions nos fiançailles, Manon reçut un diagnostic médical alarmant, un cancer du sein, détecté tôt mais agressif. La nouvelle nous frappa comme un ouragan. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle, effondrée dans mes bras. Je devins son pilier, l'accompagnant au rendez-vous à l'hôpital. Les chimiothérapies laissaient son corps faible, mais son esprit restait vif. « Clara, si je ne m'en sors pas, sache que tu as été mon grand amour. » Ces mots me déchiraient, mais ils renforçaient notre lien. Nous passâmes des nuits entières à nous remémorer nos joies, à planifier un avenir incertain. Dans cette épreuve, je découvris la profondeur de l'amour humain, non pas une passion fugace, mais une compassion infinie. Manon, affaiblie mais déterminée, luttait avec grâce, inspirée par les héroïnes de ses lectures. Comme Simone de Beauvoir, je choisis de vivre pleinement. Les mois suivants furent une danse macabre entre espoir et désespoir. Manon subissait ses traitements à l'hôpital de Barcelone, et je passais mes jours à veiller sur elle, alternant entre le musée et sa chambre stérile. Ses cheveux auburn tombaient par poignées, mais son sourire restait lumineux. « Regarde-moi, Clara, je suis toujours ta belle Française. » Je riais pour masquer mes larmes, lui lisant des passages de Proust pour l'apaiser. La maladie révéla des facettes insoupçonnées de notre relation. Manon, autrefois si indépendante, s'ouvrait à la vulnérabilité. J'ai toujours fui l'intimité profonde, par peur d'être blessée. Mais avec toi, je me sens en sécurité. Ces confessions, murmurées dans la pénombre, tissaient un lien plus fort que jamais. Moi, je puisais dans mes racines espagnoles pour lui insuffler du courage, des prières discrètes à la Vierge, des plats traditionnels pour la réconforter. Nos amis formaient un cercle protecteur. Sophia organisa une collecte pour les frais médicaux, tandis que des collègues de Manon envoyaient des encouragements de Paris. Un soir, Elena elle-même me contacta, s'excusant pour le passé. « Je n'ai jamais voulu détruire ce que vous aviez. Batte-toi, Manon. » Cette générosité inattendue me toucha, me rappelant que la vie était faite de nuances, non de noir et blanc. Pourtant, les moments sombres étaient légion. Lors d'une rechute, Manon fut hospitalisée d'urgence. Assise à son chevet, je tenais sa main froide, priant pour un miracle. « Ne me quitte pas, mon amour. » Elle sourit faiblement, « Jamais, Clara. Même si le destin en décide autrement, je serai dans ton cœur. » Ces mots, empreints de philosophie française, me rappelèrent les écrits de Camus sur l'absurde de l'existence. Au milieu de cette tourmente, nous décidâmes de nous fiancer symboliquement. Dans le jardin de l'hôpital, sous un ciel étoilé, je glissai une bague simple à son doigt. « Manon, dans la santé et la maladie, je t'aime. »
Elle pleura, m'embrassant avec une passion renouvelée. Ce moment, fragile et beau, incarnait l'essence de notre amour, une résilience face à l'adversité. La guérison vint lentement, comme un printemps après un hiver rigoureux. Les scans montraient une rémission, et Manon reprit des forces. Nous célébrâmes par un voyage à la Costa Brava, où les falaises escarpées symbolisaient notre combat. Là, nus sur une plage isolée, nous fîmes l'amour avec une tendresse infinie, nos corps marqués par les épreuves mais unis par l'âme. Cependant, la trahison passée ressurgit parfois, comme un fantôme. Un jour, Manon avoua, « J'ai peur que tu ne me pardonnes jamais complètement. » Je la rassurai, le pardon n'efface pas, mais il libère. Nous sommes plus fortes maintenant. Notre relation évolua vers une maturité profonde, influencée par la culture française de l'introspection et l'espagnol de la passion. Inspirés par notre histoire, nous commençâmes un projet commun, un blog sur les amours lesbiennes en Europe, mêlant récits personnels et réflexions sociétales. Manon écrivait avec éloquence, moi avec émotion. Dans un monde qui nous marginalise souvent, notre amour est un acte de résistance, écrivait-elle. Le blog gagna en popularité, connectant des femmes du monde entier. Mais le destin, capricieux, nous testa à nouveau. Manon reçut une offre de travail à Paris, un poste de rêve dans un grand journal. « Clara, viens avec moi. Nous pourrions vivre là-bas. » L'idée me terrifia, quitter Barcelone, ma ville natale, pour l'inconnu. Des doutes surgirent, et si la distance ravivait ces vieux démons? Nous en discutâmes longuement, pesant le pour et le contre. L'amour n'est pas statique, Manon. Il doit s'adapter. Elle acquiesça, et nous décidâmes d'un compromis, elle accepterait le poste, et je la rejoindrais après avoir réglé mes affaires au musée. Cette séparation temporaire serait un test de notre engagement. Les adieux à l'aéroport furent déchirants. Reviens vite, ma chérie. Paris t'attend. Ses yeux verts scintillaient de promesses. En rentrant seule, je sentis un vide, mais aussi une excitation. Pour la première fois, je voyais l'avenir non comme une menace, mais comme une toile vierge. À Barcelone, je préparais mon départ, vendant des biens, disant au revoir à des amis. Sofia me serra dans ses bras. « Tu es courageuse, Clara. L'amour vrai mérite des sacrifices. » Ces mots m'encouragèrent. Manon m'appelait chaque soir, décrivant les rues de Montmartre, les cafés où elle écrivait. « Sans toi, c'est fade. Hâte-toi. » Sa voix, chargée d'amour, dissipait mes peurs. Enfin, le jour du départ arriva. À l'aéroport, je montai dans l'avion, le cœur battant. Paris m'accueillit avec sa grisaille élégante, mais Manon m'attendait aux arrivées, un bouquet à la main. Nous nous embrassâmes passionnément, indifférentes au regard. Notre nouvelle vie commença dans un petit appartement près de la Seine. Manon excellait dans son travail, moi je trouvais un poste dans un musée local. Nous explorions la ville main dans la main, visitant le Louvre, flânant aux Tuileries. L'amour, éprouvé par le feu, était plus pur. Pourtant, un soir, lors d'une dispute banale sur des détails domestiques, les vieux fantômes ressurgirent. « Tu me fais confiance, maintenant ?» demanda Manon, anxieuse. Je hochai la tête, oui, parce que nous avons choisi de reconstruire. Notre existence à Paris devint un équilibre harmonieux entre travail et passion. Manon couvrait des histoires inspirantes sur la communauté LGBT, tandis que j'organisais des expositions sur l'art queer. Ensemble, nous participions à des marches des fiertés, nos mains enlacées symbolisant notre victoire sur l'adversité. 1 an après son diagnostic, Manon fut déclarée en rémission complète. Nous célébrâmes par un voyage en Andalousie, revenant aux racines de notre amour. À Séville, sous les orangers en fleurs, nous échangeâmes des vœux officiels lors d'une cérémonie intime. « Clara, tu es mon éternité. » Ces mots, prononcés avec ferveur, scellaient notre union. Mais la vie, dans sa sagesse, nous rappela l'humilité. Manon, inspirée par son épreuve, fonda une association pour soutenir les femmes lesbiennes atteintes de cancer. C'est ma façon de donner sens à la douleur. Je l'aidai, organisant des événements artistiques pour lever des fonds. Notre couple devint un modèle pour beaucoup, prouvant que l'amour pouvait transcender la trahison et la maladie. Des années passèrent,
et nous adoptâmes une petite fille, Luna, d'un orphelinat espagnol. Élever un enfant ensemble nous transforma, nous apprenant la patience et la joie pure. Luna, avec ses boucles brunes et son rire contagieux, incarnait notre héritage mixte, espagnol et français. Un soir, alors que Luna dormait, Manon me prit dans ses bras. Jamais je n'aurais imaginé te voir à mes côtés après tout ça. Je souris, l'amour est imprévisible, comme un roman de Sagan. Nous nous embrassâmes, reconnaissantes pour le chemin parcouru. Pourtant, le passé n'était pas effacé. Parfois, je repensais à Elena, mais sans amertume. Elle avait été un catalyseur, nous forçant à grandir. Manon, de son côté, portait ses cicatrices avec fierté, rappel constant de sa résilience. Notre histoire, finalement, était une ode à l'humanité, imparfaite, complexe, mais capable de beauté. Dans les rues de Paris ou les plages de Barcelone, nous marchions ensemble, main dans la main, témoins vivants que l'amour, quand il est choisi chaque jour, pouvait vaincre les ombres. À la fin, ce n'était pas un happy end hollywoodien, mais une conclusion personnelle, teintée de réalisme français et de passion espagnole. Nous avions aimé, trahi, souffert, et guéri. Et dans cette guérison résidait la vraie victoire, celle de l'âme humaine, capable de pardon et de renaissance. Luna grandit, entourée d'amour, apprenant de nous la force des femmes. Maman Clara, maman Manon, vous êtes mes héroïnes. Ces mots innocents nous touchaient au cœur. Ainsi s'achevait notre saga, non dans la tragédie, mais dans une sérénité conquise. L'amour, après tout, n'était pas une destination, mais un voyage perpétuel, riche en leçons et en émotions.